15 millions de bananiers promis au Sahel, dans une terre où même l'ombre hésite à rester et où la faim semble plus tenace que la pluie. Pourtant, à mesure que les experts étrangers ridiculisaient le projet, les habitants des quartiers poussiéreux de Ouagadougou voyaient en Ibrahim Traoré un pari fou mais nécessaire pour reprendre le contrôle de leur assiette. Alors, que révèle vraiment ce plan jugé impossible lorsqu'un peuple mis à l'écart décide malgré tout d'y lier son avenir collectif? Et si ces rangées fragiles de bananiers marquaient en silence le début d'un renversement durable? L'annonce du projet a bouleversé les repères habituels d'un pays habitué à survivre plutôt qu'à rêver. L'idée centrale est simple, transformer une terre hostile en moteur d'autonomie durable. À travers cette promesse, un enjeu plus grand se dessine. Réduire enfin la dépendance alimentaire qui pèse depuis des décennies sur le Burkina Faso. Les habitants ont compris que même si la banane n'était qu'un fruit fragile, elle portait une vision capable de changer le quotidien de millions de familles. Et c'est là que surgit une petite question qui émerge. Que devient une nation lorsque la survie cesse d'être son unique horizon? Dans les villages, les coopératives de femmes ont vu dans cette initiative la possibilité d'un revenu stable et d'une position sociale renforcée. Les jeunes, eux, ont perçu une chance de participer à un projet qui dépasse les querelles politiques et touche directement la dignité du pays. Mais derrière cet espoir se cache une tension constante. Si le projet échoue, la défiance envers toute tentative de souveraineté future pourrait s'ancrer durablement, refermant la fenêtre d'opportunité ouverte par cet élan collectif. Les premières observations ont révélé un paradoxe inattendu. Malgré la sécheresse extrême, près de 20% des premiers bananiers ont survécu. Puis, à mesure que les techniques s'affinaient, certains champs ont même atteint 60% de survie, transformant des échecs annoncés en avancées tangibles. Ce basculement initial a obligé les critiques à reconsidérer ce qu'ils pensaient impossible. Au Burkina Faso, dans les villages comme dans les villes, on voyait ces améliorations modestes, non comme des preuves définitives, mais comme les premières fissures dans un paysage longtemps dominé par la résignation. Et dans cette lumière nouvelle, le projet porté par Ibrahim Traoré cessait d'être perçu comme une fantaisie et devenait un effort collectif dont chaque geste semblait compter. À Ouagadougou et Bobo Dioulasso, les murmures de scepticisme l'ont peu à peu laissé place à une curiosité prudente. Les, les familles observaient les jeunes plants résister un peu plus longtemps, les coopératives de femmes s'organisaient, les écoles enseignaient aux enfants le rôle de chaque arbre comme un soldat contre la faim. Ce glissement progressif, bien que fragile, indiquait que quelque chose changeait dans la manière dont la population envisageait son avenir. La réaction internationale, cependant, demeurait largement moqueuse. Les experts étrangers insistaient sur l'aridité du Sahel, sur les tempêtes de sable et les vents brûlants capables de réduire n'importe quelle culture à néant. Pourtant, cette vision extérieure ne rendait pas justice à ce qui se passait à l'intérieur du pays. La mobilisation, certes imparfaite mais réelle, d'un peuple trop longtemps menacé par la dépendance alimentaire. C'est cette dualité, l'incrédulité du monde et la persévérance locale, qui a défini les premiers mois du projet. Dans ce contraste, le Burkina Faso redécouvrait lentement la possibilité d'une dignité retrouvée. Dans les premières semaines du projet, il est rapidement apparu que le véritable moteur n'était pas une figure solitaire, mais une constellation d'acteurs locaux. Les coopératives de femmes, les brigades de jeunes et les autorités villageoises formaient une sorte de mentor collectif, chacun occupant une place précise pour faire avancer l'ensemble. Cette dynamique distribuée devenait essentielle dans un environnement où les difficultés techniques et climatiques rendaient tout progrès fragile. Un premier cas marquant a émergé dans les faubourgs de Bobo Dioulasso. Là, un groupe de femmes avait organisé une chaîne de travail simple:
creuser, planter, irriguer, puis transformer les premiers fruits en farine pour les marchés locaux. Le projet n'en était qu'à ses débuts, mais ce fonctionnement circulaire offrait une démonstration claire de ce que la mobilisation communautaire pouvait accomplir. Un deuxième cas, plus discret mais tout aussi révélateur, s'est produit dans un village proche d'Ouagadougou. Des adolescents, longtemps désabusés par les difficultés économiques, s'étaient formés en petites équipes pour surveiller les jeunes plants pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ils avaient construit des abris rudimentaires, utilisant des matériaux simples pour protéger les arbres du vent brûlant. Cette initiative spontanée montrait comment un sentiment de responsabilité pouvait émerger malgré l'adversité. À travers ces exemples, on saisissait mieux pourquoi l'élan autour du projet s'était maintenu malgré les critiques. La réussite partielle, même modeste, devenait l'expression d'une volonté de ne plus subir. Cela amène une réflexion. Une communauté qui agit change son horizon. Tout a réellement commencé lorsque les premières images des plants fanés ont circulé dans les médias étrangers. Avant cette diffusion, le projet était perçu comme un pari audacieux mais encore abstrait. Après ces images, il est devenu un champ de bataille symbolique entre les sceptiques extérieurs et l'élan intérieur qui gagnait du terrain. Ce basculement soudain a déclenché une chaîne d'événements que personne n'avait anticipé. Dans les villages du Sahel burkinabé, la réaction a été immédiate. Les habitants ont refusé que ces images servent de preuve définitive de l'échec. Les jeunes se sont regroupés, ont creusé de nouvelles rigoles, ont réorganisé les parcelles et ont recommencé là où tout semblait perdu. À chaque plan mort, un autre était remis en terre. Cette répétition acharnée, presque obstinée, a instauré une dynamique nouvelle qui surpassait l'intention initiale du projet. Puis un moment charnière est arrivé, l'apparition publique d'Ibrahim Traoré, debout au milieu d'un champ à moitié détruit, brandissant une tige cassée et affirmant que la persévérance valait plus qu'une première récolte. Ce geste, retransmis dans tout le Burkina Faso, n'a pas inversé les conditions climatiques, mais il a modifié l'état d'esprit collectif. Les familles autrefois résignées ont recommencé à se mobiliser. Les écoles ont intégré le projet dans leurs cours. Même les sceptiques les plus durs admettaient que cette détermination n'était pas feinte. La montée en puissance est arrivée au cours des mois suivants. Les nouvelles techniques d'irrigation goutte à goutte alimentées par énergie solaire ont fait leurs preuves. Les agriculteurs ont constaté que malgré les pertes initiales, les plants adaptés tenaient mieux sous la chaleur extrême. Dans certaines zones, le taux de survie atteignait désormais les 60%, un chiffre qui changeait la conversation. Les critiques restaient virulentes, mais les résultats visibles donnaient une légitimité nouvelle au projet. C'est dans cette phase que les coopératives de femmes ont transformé leur rôle. Elle n'était plus seulement un soutien logistique, elle devenait le noyau économique du mouvement. Les produits dérivés, farine, chips, conserves, ont commencé à circuler dans les marchés locaux. Ces premières ventes ont créé une économie parallèle, minuscule mais stable. La perception changeait. Les bananiers n'étaient plus un symbole de naïveté, mais un prétexte pour reconstruire une chaîne de valeur locale. Le véritable climax s'est joué lorsque les premières données consolidées ont été rendues les publiques. Une augmentation d'environ 30% des récoltes agricoles dans les zones concernées, une baisse notable des prix des denrées dans plusieurs marchés, et, selon les estimations rapportées dans la région, une réduction d'environ 12% de la dépendance à l'aide alimentaire. Ces chiffres, modestes mais réels, étaient suffisants pour bousculer la perception internationale. La phase de Duchamp a ensuite pris forme. Au Mali et au Niger, certains groupes agricoles communautaires se sont mis à étudier les pratiques burkinabées. Les journaux étrangers, autrefois moqueurs,
ont commencé à publier des articles nuancés. À l'intérieur du pays, les habitants parlaient du projet non plus comme d'une initiative risquée, mais comme d'un apprentissage national. Dans ce contexte mouvant, Ibrahim Traoré apparaissait moins comme l'auteur d'un pari fou que comme le catalyseur d'un mouvement qui dépassait son propre rôle. Cette séquence, faite de retournements rapides et de résistances tenaces, a établi une nouvelle réalité. Le Burkina Faso ne cherchait plus seulement à cultiver des bananes, mais à cultiver sa souveraineté. Au départ, la réalité chiffrée était brutale. La quasi-totalité des jeunes plants ne survivaient pas plus de quelques semaines sous le soleil du Sahel. Cette ligne de base incontestable servait de référence pour évaluer chaque progrès. Puis les mois ont apporté un décalage mesurable, modeste mais réel, dessinant une trajectoire qui contredisait les prédictions initiales. Le premier indicateur majeur fut un taux de survie de 20% au quatrième mois. Ce pourcentage semblait faible aux yeux des observateurs étrangers, mais il représentait un progrès substantiel dans un environnement classé parmi les plus hostiles du continent. Ce chiffre indiquait qu'un ajustement technique pouvait changer l'issue prévue. 11 tues. Grâce aux améliorations progressives apportées par les agriculteurs locaux, cette valeur n'était pas restée figée. Un second indicateur, plus marquant encore, provenait des champs bénéficiant des systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par énergie solaire. Dans ces zones, le taux de survie atteignait 60%, un niveau considéré comme surprenant dans un climat aussi imprévisible. Cette progression démontrait que la contrainte hydrique pouvait être partiellement maîtrisée. 12 tues. Ces résultats forçaient les plus sceptiques à admettre que la dynamique en cours ne relevait pas du simple hasard. Le troisième indicateur concernait les effets indirects sur la production alimentaire. Les zones touchées par le projet ont enregistré une augmentation d'environ 30% des récoltes agricoles, incluant des cultures secondaires comme les haricots et les arachides. Ce gain confirmait que les techniques adoptées amélioraient plusieurs chaînes agricoles simultanément, 12 tues. Pour les communautés rurales, cette hausse constituait une transformation palpable dans leur quotidien. Ces chiffres, bien que partiels, étaient soutenus par les tendances observées dans les marchés locaux. Les prix de certaines denrées avaient diminué d'environ 10%, donnant à de nombreuses familles un accès plus stable à la nourriture. Les coopératives de femmes, déjà très impliquées dans la transformation des produits dérivés du bananier, voyaient leurs revenus progresser. Cette évolution économique renforçait leur rôle social, longtemps relégué à l'arrière-plan dans les zones rurales. Aucun chiffre isolé ne racontait l'histoire complète, mais leur combinaison dessinait une dynamique de résilience en construction. Les rapports relayés dans la région soulignaient également une réduction estimée à 12% de la dépendance à l'aide alimentaire. Ce recul n'était pas spectaculaire à l'échelle internationale, mais il était profond pour les Burkinabés. Il symbolisait une petite victoire contre des décennies de fragilité structurelle. Dans les villages, cette baisse se traduisait par une sensation nouvelle, celle d'une capacité retrouvée à façonner son propre avenir. Même si la communauté internationale restait prudente, ces données rendaient difficile la caricature initiale du projet. Elles montraient que malgré les obstacles, une série d'ajustements locaux pouvait engendrer des résultats concrets. Les chiffres ne contredisaient pas les difficultés persistantes, mais ils prouvaient que le Burkina Faso n'avançait plus à vide. Au-delà des indicateurs, le sous-texte était clair. Une transformation lente mais réelle prenait forme, portée par un peuple qui refusait que les statistiques dictent son destin. Le premier argument solide avancé par les critiques internationaux s'appuyait sur une réalité incontestable. Le Sahel est l'un des environnements agricoles les plus hostiles au monde. Les sapédés, les tempêtes de sable,
La rareté de l'eau et les températures extrêmes rendent toute culture fragile, et la banane est l'un des fruits les plus exigeants en humidité. Selon cette logique, investir des ressources déjà limitées dans une plante aussi vulnérable revenait à détourner l'attention de solutions réputées plus réalistes. Pour ces observateurs, chaque bananier fané confirmait un risque structurel que même les meilleures intentions ne pouvaient compenser. Un second argument, tout aussi puissant, provenait d'une lecture politique plutôt que technique. Pour de nombreux analystes, les projets agricoles d'envergure lancés au Sahel avaient souvent échoué au fil des décennies. Ils soulignaient que ces échecs répétés n'étaient pas seulement dus au climat, mais à des infrastructures insuffisantes, à des réseaux logistiques inexistants et à une instabilité chronique. Dans cette perspective, même le projet porté par un leader charismatique comme Ibrahim Traoré risquait de reproduire le même cycle. Enthousiasme initial, obstacle, déclin, puis dépendance renouvelée aux aides extérieures. Le scepticisme ne portait donc pas uniquement sur les bananes, mais sur l'histoire longue des initiatives brisées. Pourtant, la réponse issue du terrain proposait une lecture différente, étayée par des faits concrets, déjà visibles. Le taux de survie des bananiers, d'abord dérisoire, avait grimpé à 20%, puis à 60% dans les zones bénéficiant d'une irrigation adaptée. Les coopératives de femmes avaient généré des revenus tangibles grâce aux produits dérivés. Les récoltes agricoles avaient augmenté d'environ 30% et la dépendance à l'aide alimentaire avait reculé d'environ 12%. Ces données ne réfutaient pas les défis immenses du projet, mais elles montraient qu'une dynamique nouvelle s'était enclenchée malgré les contraintes. Ainsi, même si les critiques formulaient des arguments fondés et cohérents, les résultats observés jusqu'ici prouvaient que le projet n'était ni une chimère, ni une simple bravade politique, mais une expérience collective qui transformait progressivement le quotidien des Burkinabés. Le tournant est arrivé. Jusque-là, le projet oscillait entre doutes persistants et améliorations ponctuelles. Mais une scène inattendue a changé l'équation. Celle où Ibrahim Traoré, debout, dans un champ ravagé, a levé une tige brisée devant les caméras. Ce geste, qui aurait pu symboliser la fin d'une illusion, a provoqué l'effet inverse. Au lieu de confirmer l'échec, il a instauré une nouvelle lecture du projet. La souveraineté ne se gagnait pas en une saison, mais par une persistance méthodique. Ce moment a agi comme un déclencheur. Dans de nombreux villages, les familles ont recommencé à planter immédiatement, parfois le jour même de la diffusion des images. Les jeunes ont réparé les rigoles, les femmes ont relancé les coopératives et les écoles ont repris leurs ateliers agricoles. La dynamique n'était plus une simple réaction à un discours, elle devenait une réaction à un symbole. Et c'est précisément là que la quotidien a changé. Les sceptiques, habitués à interpréter chaque difficulté comme une preuve irréfutable, ont dû admettre que le pays ne se repliait pas. Le projet cessait d'être une hypothèse, il devenait une endurance collective. Les premiers effets concrets du projet se sont manifestés dans le secteur agricole, où la dynamique créée par les plantations a enclenché des transformations inattendues. Les bananiers, même lorsqu'ils ne survivaient pas massivement, ont modifié la façon dont les agriculteurs organisaient leurs terres. Les méthodes d'irrigation adaptées, les fossés améliorés et la réorganisation des surfaces cultivées ont permis l'essor parallèle d'autres cultures comme les haricots ou les arachides. Dans plusieurs zones, la hausse d'environ 30% des récoltes agricoles a donné aux familles rurales une marge qu'elles n'avaient plus connue depuis des années. Du côté des coopératives et acteurs économiques, l'impact s'est fait sentir au niveau des coopératives, notamment celles dirigées par les femmes. Elles ont créé des micro-chaînes de transformation des produits dérivés du bananier, farine, chips, conserves.
Ces initiatives n'ont pas bouleversé toute l'économie nationale, mais elles ont créé des revenus locaux stables et prévisibles. Les marchés de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso ont vu apparaître de nouveaux étals tenus par des groupes et qui autrefois dépendaient presque entièrement des aides alimentaires. Ce changement, même limité, a contribué à une évolution notable des prix dans certaines régions. Pour les habitants, les conséquences étaient plus perceptibles encore. Dans les villages, chaque famille ayant participé au projet avait constaté une modification de son quotidien. Un accès un peu plus stable à la nourriture, moins d'incertitudes saisonnières et une perception plus forte de leur propre capacité d'action. Les enfants, qui cueillaient désormais les premiers fruits, voyaient dans les bananiers plus qu'une culture, une promesse de sécurité. Et dans les zones où les résultats étaient les plus visibles, certains habitants évoquaient le geste d'Ibrahim Traoré comme un repère symbolique, marquant le moment où l'espoir avait dépassé la résignation. À l'échelle, la région, les répercussions du projet ont émergé sous la forme d'un débat plus large sur la souveraineté alimentaire dans le Sahel. Le Mali et le Niger ont observé les techniques burkinabées, cherchant à comprendre comment des plants réputés fragiles pouvaient survivre dans un environnement aussi rude. Ce processus d'observation n'impliquait pas une imitation immédiate, mais il ouvrait une discussion régionale sur la valeur de l'adaptation plutôt que de la simple résistance. La perception internationale aussi a changé. Si certains journaux continuaient de douter, d'autres reconnaissaient qu'un projet jugé impossible pouvait produire des avancées concrètes. Ce mélange de résultats agricoles, économiques, sociaux et régionaux composait un tableau nuancé mais profondément différent du scepticisme initial. Le Burkina Faso ne s'était pas transformé en géant agricole, mais il avait modifié la trajectoire de sa dépendance. L'essentiel tenait peut-être dans cette transition discrète, une population qui n'attendait plus qu'on décide à sa place. Dans les prochains mois, l'évolution du projet pourrait suivre plusieurs trajectoires distinctes, Lily, selon la manière dont les communautés parviendront à maintenir leur mobilisation et à adapter les techniques existantes aux contraintes persistantes du Sahel. Ce qui est déjà clair, c'est que la question posée implicitement au midpoint, le symbole peut-il réellement devenir une structure durable, trouvera ses réponses dans ses tendances à court terme. Dans une première possibilité, dans ce scénario, les ajustements agricoles se poursuivent à un rythme modéré. Les bananiers ne deviennent pas une culture dominante, mais leur taux de survie reste suffisamment stable pour maintenir les effets positifs observés. Une légère hausse des récoltes mais complémentaire, une activité constante dans les coopératives et un recul graduel de la dépendance alimentaire. Les familles continuent d'apprendre à gérer un environnement imprévisible, consolidant ainsi les acquis déjà visibles. Ce scénario suppose une continuité sans rupture majeure et une persistance collective comparable à celle des mois précédents. Dans une perspective plus favorable, ici, les techniques d'irrigation et de protection s'améliorent plus rapidement, portées par l'expérience déjà accumulée et les initiatives communautaires. Les niveaux de survie des bananiers dans les zones les mieux organisées se stabilisent, permettant une circulation accrue des produits dérivés sur les marchés et une diversification plus nette des revenus ruraux. Des villages du Mali ou du Niger pourraient accélérer leur observation et adapter certaines pratiques, élargissant ainsi la portée du projet au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce scénario n'implique pas un succès spectaculaire, mais une consolidation suffisamment forte pour faire évoluer le débat régional vers une vision plus autonome de l'agriculture. Dans une hypothèse plus difficile, dans cette version, le climat connaît une série d'épisodes plus sévères encore, multipliant les pertes de plants. Les coopératives font face à une baisse notable de leur production et certaines familles retournent à une dépendance accrue aux aides extérieures. Malgré cela, l'expérience acquise ne disparaît pas.
Les habitants conservent les pratiques apprises, mais doivent accepter une phase de stagnation ou de recul temporaire. Cette situation n'annule pas les progrès réalisés, mais elle impose de revoir les méthodes et de privilégier une diversification plus prudente. À travers ces trois trajectoires, une certitude émerge. Quelle que soit l'issue, le pays ne revient plus au point de départ. Pour ceux qui observent le projet sous l'angle économique et social, le groupe A, les transformations visibles dans les villages offrent une matière de réflexion particulière. Ils y voient non seulement l'amélioration progressive des récoltes, mais surtout l'émergence d'initiatives locales capables de créer des revenus autonomes. Cette évolution, même modeste, démontre que des dynamiques communautaires peuvent redéfinir des espaces longtemps perçus comme figés. Elle invite chacun à s'interroger sur la manière dont les économies rurales se construisent lorsque les habitants deviennent acteurs plutôt que spectateurs. Pour les spectateurs sensibles à la dimension humaine et communautaire, le groupe B, l'histoire touche un autre registre. La réorganisation des familles autour des plantations, l'implication active des jeunes et l'essor des coopératives portées par les femmes forment un tableau où la solidarité occupe une place centrale. Ces gestes du quotidien, souvent invisibles à l'extérieur, montre comment une population peut recomposer ses liens lorsque l'objectif commun dépasse les contraintes individuelles. Il révèle également que la dignité, même fragile, peut renaître lorsqu'une communauté se reconnaît dans un projet partagé. Quant aux personnes qui lisent cette situation à travers une perspective plus large, le groupe C, elles perçoivent dans cette initiative un signe annonciateur de débats futurs sur la souveraineté alimentaire en Afrique. Le projet, jugé improbable au début, a déclenché des discussions dépassant largement les frontières du Burkina Faso. Il montre comment une idée simple peut provoquer un repositionnement symbolique, entraînant une réflexion sur la capacité des pays sahéliens à décider eux-mêmes de leurs priorités. En arrière-plan, une invitation existe pour tous. Observer, comprendre et peut-être soutenir les initiatives qui renforcent les communautés là où elles en ont le plus besoin. Pour transformer l'élan actuel en progrès durable, un ensemble de mesures structurées doit être consolidé. Les premiers mois ont montré que la mobilisation locale peut produire des effets certes tangibles, mais la question soulevée en amont, comment passer du symbole à la continuité, exige désormais une réponse méthodique. Ibrahim Traoré, dans son rôle de catalyseur politique, a déjà impulsé une direction, mais la mise en œuvre dépendra de nombreux acteurs locaux. Pour commencer, formeur massivement les agriculteurs. Les autorités locales, en lien avec les coopératives, doivent organiser des sessions régulières sur les techniques d'irrigation et la gestion de l'eau. Ces formations, tenues chaque saison sèche, sont évaluées par le taux de survie des plants au trimestre suivant. Elles garantissent que l'expérience acquise ne reste pas dispersée. Ensuite, renforcer l'infrastructure minimale. Les communes doivent structurer des points d'accès à l'eau même rudimentaires et améliorer les chemins menant aux parcelles. Le suivi se fera par la réduction du temps nécessaire pour transporter l'eau ou les produits récoltés. Cette étape assure que les efforts individuels ne se heurtent pas à des obstacles logistiques permanents. Par ailleurs, stabiliser les chaînes de transformation. Les coopératives de femmes, déjà actives, peuvent amplifier leur production si elles consolident leurs outils de séchage et de conservation. La performance se mesurera par la régularité des volumes mis en marché. Cette structuration crée une valeur plus résiliente que les seules récoltes. Enfin, instituer une coordination régionale. Les villages doivent synchroniser leurs pratiques, partager les méthodes efficaces et aligner leur calendrier de plantation. L'indicateur ici est simple, la cohérence entre les différentes zones. Cette coordination réduit les pertes et améliore l'apprentissage collectif.
À travers ces étapes, l'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de bâtir une endurance capable de survivre aux cycles difficiles qui viendront. Dans les villages où tout semblait fragile, le mentor collectif, aperçu au début du projet, a continué de jouer un rôle central. Les femmes qui transformaient les premiers fruits, les jeunes qui construisaient des abris pour protéger les plants, et les familles qui partageaient un lot sont devenus les visages silencieux d'une détermination que peu avaient anticipée. Leur présence constante rappelait que la force du projet ne venait pas seulement des annonces officielles, mais de milliers de gestes répétés chaque jour. C'est dans cette lumière qu'apparaît à nouveau Ibrahim Traoré, non pas comme une figure solitaire, mais comme celui qui a su reconnaître et amplifier cette énergie collective. Son